Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale de Livres ouverts. Vous assisterez à un débat littéraire du prix Zao. Aujourd'hui, mes camarades et moi, nous débattrons sur deux œuvres, Sous le visage d'un ange de Jerry Sow et Le silence des horizons de Beyrouth. En réalité, Aline s'était attendue dès le début à ce qu'une femme surgît, et sans doute d'autres suivraient, encore plus dangereuses, encore plus déterminées, toutes amoureuses ou bien intéressées. Elle devrait se battre, mais elle se le promettait, ce ne serait jamais pour Karim, car cela marquerait le summum de sa perdition, le début ayant eu lieu dès qu'il l'avait réduite à une humilité qu'elle exécrait. Savoir si c'était la peur de partager ou la peur de perdre n'intéressait guère la jeune fille. Mais le fait était que ce sentiment indigne s'insinuait en elle, pour la première fois. Aline avait horreur de ne pas savoir ce qu'elle allait dire ou faire, de se poser tout le temps la question. Karim avait un pouvoir inexplicable sur elle. Elle avait horreur de l'emprise qu'il avait réussi à avoir sur elle. Ce n'était plus elle qui décidait, elle ne faisait plus qu'obéir. Elle avait horreur qu'il la trouble si facilement, rien que par ses maudits silences qu'elle trouvait lâches, malhonnêtes et plus qu'agaçants. Il lui faisait perdre sa personnalité, la dissolvait et ramenait à rien tout ce qu'elle avait été jusqu'alors. Pire, il lui prenait progressivement ce qui lui restait de dignité. Ses convictions, sa certitude, sa sécurité, tout cela partait en fumée. Karim menait la danse et cela provoquait même en elle une tumultueuse satisfaction contre laquelle son être tout entier se rébellait. Aline se rendait compte avec effroi que sa vie entière tournait autour de lui. Oui, c'était bien le sort des hommes et des femmes qui cèdent à leurs désirs qui s'abattraient sur la jeune fille. Elle avait l'intention de lui faire payer cher. Est-il amoureux ou imbécile? Telle était la question qui, parallèlement, tournait en boucle dans l'esprit d'Anta, sous forme de rengaine. Elle observait son fils. Elle savait qu'il était capable d'humanité, mais force de lui étant de reconnaître qu'elle ne le reconnaissait plus. Elle avait pensé connaître Karim dans les moindres recoins. En être, elle ne faisait que le découvrir. Elle voyait éclore la tendresse qui ne lui avait jamais témoignée. Lui, naguère si avare de sourire, souriait sans raison, et son sourire avait un nostalgique parfum d'enfance. Était-ce le même homme qui feignait l'amour pour le plaisir de la mettre à mal? Il acceptait qu'elle la refusait. Il refusait pour peu qu'elle acceptât. Il refusait parce qu'elle acceptait. Étrange chantage. Anta voyait devenir père celui qui n'avait jamais souhaité être pour elle un fils. Elle le voyait s'habituer à son enfant, s'imposer dans son cœur. Il ne prétendait pas remplacer l'homme qui lui avait servi de père, celui que la petite fille avait toujours considéré comme tel et qui n'était plus à ses côtés. Plissa la bouche de Karim. Il n'y avait pas de terme moins approprié pour décrire ces élans de culpabilité qui le taraudaient. Karim réalisa combien serait dangereuse leur relation, plus dangereuse qu'il ne l'avait d'abord cru. Trop obnubilé par le tout début, avant elle, il n'avait été moralement qu'une loque. Sa présence lui était devenue indispensable, ce qui le faisait paniquer d'une façon qu'il jugeait assez ridicule. Karim eut du mal à se rendormir, tant il était devenu tendu. Les battements de son cœur lui parurent sourds, sauvages, insupportables. Il se détourna de la jeune fille et la tension décrut quelque peu. L'équilibre dont il se glorifiait auparavant, auprès de qui il voulait l'entendre, se montrait bien précaire. Il oscillait au moindre coup de vent, la tempête l'écraserait facilement, et Karim sentait imminente, immuable la chute, une haine soudaine le prit à la gorge, une haine fugace, vivace, d'autant plus puissante et insensée, d'autant plus grave et désespérée, d'autant plus intense et sans remède qu'elle avait l'amour pour soupape. Car oui, non seulement elle s'était insinuée sous sa peau, elle s'était emparée de son être, mais elle régnait sur son cœur. Seigneur, il l'aimait. Comment Karim en était-il arrivé là? Dire qu'il s'était cru immunisé contre toutes les femmes, une dérision. Coûte que coûte devait s'estomper ce penchant. Coûte que coûte devait se rétablir la barrière de glace. Il fallait se reprendre, contrôler ses sentiments. Le jeune homme ferma les yeux, faisait apparaître sur son écran intérieur des gerbes de lumière. Il ne se rendormit plus. Plût au ciel
qu'elle ne sut jamais le sentiment qui l'animait. À la fois, Diouf culpabilisait et la comprenait. Toute femme eût fini par se lasser, mais quel scandale lorsque Karim saurait à qui il devait son malheur. S'il aidait la jeune fille, il allait indiscutablement s'en faire un ennemi. Il allait mettre en péril une amitié naissante, mais déjà si précieuse. Il n'eut de cesse de la convaincre à renoncer à un tel dessein. Il ne pouvait se faire complice d'une ignominie qui, même légitimée par une intolérance de la victime, n'en restait pas moins odieuse. Guidée par l'homme d'affaires qui cheminait patiemment vers le sujet qui lui importait, Aline finit par déclarer, commettant à dessein l'indécence de dévoiler ses sentiments. Rester avec lui signifierait condamner ma jeunesse. Voulez-vous savoir ce qu'il adviendrait ? C'est la tragédie, Diouf. Pourquoi nous infliger un avenir aussi triste ? Sa négligence me blesse, il me trompe, Diouf. Devrais-je m'en réjouir ? Qui lui donne le droit de me torturer ainsi ? Il me manque de respect et me traite comme un paillasson. Je ne sais plus que faire pour apaiser son ennui. Je ne veux pas être réduite à passer le reste de ma vie à satisfaire les seuls désirs d'un homme qui, je le sais, ne m'épousera jamais. Je sais à quel tourment me livre ma décision, mais j'ai mûrement réfléchi. Et je me suis dès lors résolu à puiser en moi la force de rompre. Je me dois d'être sage pour deux. Après la lecture de ces extraits, quel sentiment vous pouvez ressentir ? Moi, personnellement, je ressens vraiment la douleur de Aline, notamment avec l'extrait de Benjamin surtout. On voit qu'elle souffre, qu'elle est frustrée surtout parce que elle est amoureuse d'un homme qui, lui, ne fait que la faire souffrir. Et c'est pour ça qu'elle veut s'en aller. Et je comprends totalement sa décision. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Pour ma part, je pense que je ressens la frustration d'Aline, car elle est amoureuse d'un homme qui lui aussi l'aime, mais qui est trop fier pour l'admettre. Et c'est quelque chose que normalement, en tant qu'homme et en tant que personne justement qui respecte les femmes, il ne faut pas les faire souffrir et les faire languir autant. Moi, personnellement, je comprends la frustration de Karim. Karim qui est frustré parce qu'il se pensait immunisé de toutes les femmes, alors que finalement, comme c'est un être humain, il peut ressentir des sentiments lui aussi. Tout au long de la lecture, que pensez-vous de Karim ? Pour moi, j'ai l'impression que Karim joue un rôle, car il masque ses émotions pour essayer de paraître plus dur qu'il ne l'est vraiment, alors que l'on voit bien dans le livre qu'au fond de lui-même, il souffre et qu'il est partagé. Moi, je pense que Karim, il est victime de son enfance parce que quand il était jeune, sa mère le mettait toujours en second plan ou limite ne le considérait pas. Donc, il n'a jamais vraiment appris à aimer. Je pense que son comportement par rapport à Aline est normal. Il n'a pas appris à aimer. On ne l'a pas aimé, donc il ne peut pas aimer autrui. D'accord. Et moi, je trouve que Aline, elle n'était pas vraiment sûre de ce qu'elle voulait parce qu'elle hésitait entre rester et partir. Mais moi, je me demande pourquoi elle n'est pas partie vu que ça ne la plaisait pas vraiment. Elle s'est attachée à Karim, donc c'est pas simple pour elle de partir. Moi, je pense que Aline, comme on a vu au début de l'histoire, sa vie au début, elle n'était pas vraiment facile. Donc peut-être qu'en s'attachant à Karim, comme elle n'a pas vraiment l'habitude d'aimer elle non plus, ni d'être aimée, elle a préféré se tourner vers les choses matérielles. On l'a vu, elle essayait d'avoir des diplômes, d'apprendre. Elle allait à l'université, elle a aussi essayé de mettre de l'argent de côté. Donc pour moi, quand elle a vu qu'elle s'attachait un peu, elle a essayé de fuir en quelque sorte et elle s'est réfugiée vers les choses matérielles pour essayer de s'assurer un avenir. Moi, j'ai une question pour vous. Dans le livre, on voit bien que Aline et Karim, ils sont a priori amoureux. Mais est-ce que vous pensez que c'est réellement de l'amour ? Parce que, on voit vraiment qu'il y a que c'est vraiment toxique, qu'ils sont sans arrêt en train de se disputer, de se tirailler. Est-ce que vous pensez que Aline, elle a fait le bon choix de partir, ou est-ce qu'elle aurait dû rester ? Est-ce que ça se serait amélioré ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que c'est de l'amour et justement leur histoire ça nous montre que l'amour c'est pas toujours tout beau, tout rose, parfait. Des fois deux personnes s'aiment mais ne peuvent pas finir ensemble pour une raison ou une autre. Je pense que les deux ils sont victimes de leur enfance. Ils ont tous les deux leur trauma et au début ça allait mais ça a fini par les rattraper. Donc pour moi ça reste de l'amour mais juste c'est un amour impossible. Moi, je trouve pas vraiment que c'est de l'amour parce que au premier regard, ils se disaient amoureux alors qu'ils ne se connaissaient pas vraiment. Et malgré tout ce que Karim a fait endurer à Aline, elle était pas vraiment triste, mais elle n'était pas contente non plus. Et du coup, elle a décidé de partir, ce qui prouve qu'ils ne s'aimaient pas vraiment. Moi aussi, mon avis se rapproche un peu du tien parce que tu as raison. Pour moi, si c'était vraiment de l'amour, ça l'aurait plus affecté que ça ne l'a fait. Là, peut-être elle a essayé de se cacher derrière ses traumas, comme tu l'as dit. Mais je pense que normalement, l'amour devrait suffire. Enfin, je pense que si on atteint un certain degré de toxicité, ça devient plus de l'amour parce que ça fait que te détruire. Normalement, il doit y avoir un certain équilibre entre de la joie et des disputes. Mais là, ça tend plus vers le mal, je trouve. Oui, parce qu'au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte qu'ils passent pas vraiment de bons moments ensemble. Et c'est comme si Karim, il voulait Aline que pour elle. Et il voulait voir le bonheur que dans un sens, le sien. Donc, tu es d'accord avec nous maintenant? Ok, j'ai une autre question. Revenons-en à l'écrivaine. On sait qu'avant la publication de son livre, elle avait fugué en donnant de nouvelles à personne. Et pensez-vous qu'on peut faire un lien entre la fugue et l'histoire d'Aline et Karim? Durant mes recherches, j'ai découvert que le livre était inspiré d'un texte que l'écrivaine tenait à jour. Et je pense que ça a donc un lien, ce qui s'est passé avec ce qui se passe dans le livre, puisqu'en quelque sorte, c'est inspiré de sa vraie vie, quoi. Et donc, la pression qu'elle a ressentie a dû la pousser à fuir pour essayer de trouver un endroit plus libre, peut-être. Et voilà. Oui, moi, je pense que quand on écrit, que ce soit de la fiction ou non, et qu'on le fasse exprès ou non, on laisse toujours une empreinte de nous sans le faire exprès. Et moi, je trouve que les deux histoires se ressemblent, notamment au niveau du thème de l'exil, parce que à la base, Aline, elle fuyait ses problèmes, et on voit que Jariso, quand elle a disparu, elle aussi a priori, c'est parce qu'elle fuyait des problèmes, une certaine pression qu'il y avait sur elle, et je pense qu'il y a une certaine ressemblance à ce niveau-là. Et sinon, qu'en pensez-vous du livre? Est-ce que la lecture vous paraissait facile? Oui, Yassine. Selon moi, la lecture m'a paru, au début, elle me paraissait un peu compliquée, mais par la suite, j'ai pu comprendre l'histoire, comment ça s'est passé. J'ai pu ressentir les émotions, surtout de la mère de Karim, Anta, et aussi de celle de l'histoire vécue et par la suite de celle de Karim et de Laïn, que nous pouvons comprendre que c'est vrai que leur histoire, ça semble assez compliqué et que nous avons certaines réflexions à se demander si vraiment il y a un amour véritable ou bien c'est juste une passion sans limite qui se déroule entre eux. Benjamin, tu voulais dire quelque chose? Au début, la lecture, j'ai trouvé plutôt complexe parce que le style d'écriture est différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai eu le temps de m'habituer et vraiment, on ressentait vraiment les émotions que les personnages, surtout Aline, on ressentait qu'elle avait vécu un profond trauma. Karim, un peu moins, même si on le ressentait quand même. J'aimerais vous demander si vous aviez 3 mots pour qualifier la relation entre Karim et Aline, ça serait lesquels? Pour moi, ce serait la passion, la haine et le matérialisme. Parce que la passion, parce qu'ils s'aiment tous les deux. La haine, parce qu'ils détestent cet amour, ils refusent de s'aimer. Et le matérialisme, parce qu'on sent que Aline elle se réfugie dans tout ce qui est matériel, dans les robes, dans les bijoux, etc.
Moi, les 3 mots de mon choix seraient déjà la passion, parce qu'ils s'aiment passionnément, même si c'est pas assez. Toxique, parce que la relation est extrêmement toxique, je trouve. Et enfin, mensonge, parce que je trouve que le fait qu'ils ne se disent pas vraiment toutes les vérités, ça a un grand impact sur la manière dont ils perçoivent les choses. C'est-à-dire, ils ne vont pas vraiment se dire les choses directement, ils vont devoir passer par des disputes et tout ça. Souvent, il y aura des mensonges, ils ne vont pas tout se dire. Et justement, ça rajoute encore plus de toxique. Et pour finir, selon vous, quel message l'écrivaine voulait faire passer à travers ce roman? Selon moi, je pense que l'écrivaine voulait nous dire que par-delà nos coutumes et notre tradition, nous devrions plutôt faire primer notre liberté et être libres de nos choix, sans avoir notre famille qui nous influence sur notre façon de vivre, sur ce que l'on doit faire par exemple, et également sur le choix de notre amour pour pouvoir se marier avec qui on veut sans dépendre des castes et du jugement des autres. Personnellement, je vais retourner un peu, je ne réponds pas vraiment à la question, mais j'ai une autre question justement. Tu as parlé des coutumes et des traditions et ça m'a rappelé un peu le personnage de Anta, si je me souviens bien, Anta Chandoum, la mère de Karim. Et je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant parce qu'elle reflète une partie de la société des mères sénégalaises traditionnelles, on va dire, qui aiment avoir le monopole, le contrôle sur la vie de leurs enfants, leurs choix, etc. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Moi, je trouve que chaque personne devrait être libre de ses choix. Et ce n'est pas une personne extérieure, même si elle fait partie de votre famille, ou que ce soit votre mère ou votre père, qui puisse décider ce que vous faites. Mais je trouve quand même que Karim, il a un comportement abusif, puisqu'il part lui aussi sans donner de nouvelles, avec Aline dans une autre maison, et tout ça pour l'avoir que pour lui. Moi, je comprends un peu Anta. Si on part du point de vue qu'elle aussi a été une enfant et qu'elle aussi a eu des parents, si on part du point de vue aussi que la société sénégalaise et ses coutumes ont toujours été forcées, elle a été élevée comme ça, donc elle élève ses enfants de la même manière. Elle ne comprend pas vraiment la nouvelle génération. Comparé à nous qui sommes de la nouvelle génération, nous comprenons des fois ce que les autres font ou la liberté que les gens cherchent à avoir. Ça peut aussi être qu'elle a peur pour ses enfants, même si elle ne l'exprime pas vraiment, qu'elle cherche à les protéger coûte que coûte et que cette protection qu'elle a envers eux est très excessive. Mais justement, tu ne penses pas que cette protection excessive, elle est en train de nuire à ses enfants? Comme tu l'as dit, Karim, il fait absolument tout pour fuir sa mère, pour tout faire pour l'enrager, et il le fait justement parce qu'il trouve qu'elle essaye de le contrôler, de le manipuler. Donc, est-ce que tu ne penses pas que ça a l'effet inverse que de le protéger? Sûr, je trouve. C'est un grave malentendu qu'ils ont entre mère et fils. Et je trouve qu'ils auraient dû avoir une relation plus en écoute, qu'ils devraient plus parler entre eux pour pouvoir se comprendre. Après, c'est aussi dû à l'enfance de Karim, comment tout s'est passé avec Khalil et son père Alioune, qui a influencé leur relation future. Moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Anta, elle est juste victime de comment on l'a éduquée. Elle reproduit juste ce qu'elle a appris. Et son mariage aussi, je pense, ça fait qu'elle veut tout contrôler parce que son mari, elle l'aimait. Et il l'a abandonné, il a pris une autre femme. Et je pense que c'est à partir de là que est né ce désir de vouloir tout contrôler parce que elle était fâchée de voir son mari aller vers une autre. Donc à partir de là, elle voulait tout contrôler son mari, contrôler ses enfants. Parce que quand son mari est parti, elle a eu l'impression d'avoir quelque chose qui lui... Elle pensait que c'était à elle et ça lui a échappé. Et ça l'a fâchée, ça l'a enragée. Donc c'est à partir de là qu'est né ce désir de tout contrôler. Et malheureusement, ça a eu un impact négatif sur ses fils. Donc, juste, tu penses que parce que on a été élevé dans un environnement ou autour de certaines coutumes, oui, ça va rester avec nous quand on grandit. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire un effort pour ne pas laisser ça impacter
les gens autour de nous, surtout nos enfants. Enfin, on est dans une nouvelle génération, là, les temps avancent. Moi, je pense que c'est normal de lui reprocher son comportement et que moi je suis plus d'accord avec Karim. Je pense que si ta mère ne te donne pas ta liberté, tu vas la prendre toi-même. Même si c'est ta mère, tu devrais quand même la respecter. Mais chacun a eu une histoire, a eu des traumatismes, elle avec son mari, lui avec le manque d'amour de sa mère et avec l'histoire avec son père. Donc chacun a une raison de se comporter mal, on va dire, mais je pense qu'on devrait prendre sur nous et quand même faire un effort. Du coup, je pense pas que son comportement il soit justifié. Moi, je suis d'accord avec elle dans le sens où elle est victime de son histoire. Mais je sais pas pour autant qu'elle ne doit pas changer. Tu as dit qu'elle représente une grande partie de la société africaine et je suis d'accord avec toi. Et justement, cette société devrait apprendre à évoluer avec le monde. Et c'est là où je te rejoins. Si on se base sur ta logique, Anta, elle devrait s'habituer ou prendre sur elle, s'habituer à la nouvelle génération, genre à son fils. Mais je trouve surtout que de la même manière qu'Anta doit s'habituer à son fils Karim, Karim aussi doit trouver un moyen de s'entendre avec sa mère. Parce que c'est un choc de culture entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Je ne dis pas que les actions de Anta étaient justifiées. Je dis juste que je comprends son caractère, qu'elle a été comme ça et qu'elle le sera si eux deux ne trouvent pas un terrain d'entente. Je te rejoins sur l'idée qu'ils devraient trouver un terrain d'entente, mais enfin, il ne faut pas oublier que si Karim est comme ça, c'est aussi en partie à cause du comportement de Anta. En fait, c'est parce que Anta, elle a eu des problèmes et elle a transmis, enfin, elle a reflété ça sur son fils en quelque sorte. Et bien sûr, c'est injuste, mais comme tu as dit, on peut le comprendre. Donc je pense que c'est plutôt à la société de travailler là-dessus et de changer sa mentalité. Merci pour cet échange intéressant, mais nous devons passer à une autre œuvre qui est Le silence des horizons de Beyrouth. Et nous allons commencer par la lecture des extraits. Je suis tournée vers le couchant et je sens revenir mes tourments. Tout au long du voyage, j'ai essayé de les dompter. Je les ai insultés, je les ai chassés. J'ai appelé les esprits, les bons et les mauvais, pour les vaincre. J'ai fermé les yeux pour les oublier. Ils m'embrument maintenant le cerveau. Ils me serrent aux entrailles. Ils m'étouffent. De guerre lasse, je les laisse enfin se promener dans ces eaux boueuses qui abritent mes pensées. Je suis comme un spectateur aphone qui se voit lui-même passer, habillé des haillons de ses peurs et qui tente vainement de se donner un nom. Non. Elles ne sont plus là, les images qui essayent de sauver. Elles ne sont plus là, les voix d'hier. Mon passé refuse de revenir. Les beaux moments se taisent. Il n'y a que moi face à ma hideur et aux cris qui veulent s'échapper d'une gorge étranglée. Je me le répète pourtant, c'est absurde de se lamenter sur des spectres insaisissables, sur des ectoplasmes qui se pavanent nus au milieu de terres désolées. Ils ne doivent plus m'appartenir, ces fantômes qui se promènent en moi. Ils m'étouffent encore, mais ils s'envoleront vite. Ils s'agitent parce qu'ils agonisent. Mais ce n'est plus qu'une question de temps. Ils vont s'éteindre demain, quand je dirai tout. Il n'y a pourtant pas d'arbres dans la cité des bons djinns, pas de montagnes dans leur pays, pas de mer. Le paysage, c'est seulement les étoiles. Les petites et les grandes. Les petites étoiles scintillent, nombreuses, on les retrouve partout. Elles se promènent librement au milieu de la ville. Les bons djinns les enfourchent parfois pour une promenade dans le ciel, ou plus rarement pour aller sur une planète. Mais pas la nôtre, car je vous le dis, les bons djinns n'aiment pas aller sur Terre. C'est une planète, disent-ils, trop lointaine où vivent des hommes orgueilleux et qui n'ont aucune raison de l'être, parce qu'ils se battent et ne s'aiment pas, parce qu'ils torturent la nature et parce qu'ils vivent sous l'influence de leur pire ennemi, les mauvais djinns. Car je vous l'ai dit, je crois, il existe aussi de mauvais djinns. Ces mauvais djinns habitent sur une autre planète que celle de notre ami homme. Mais ils ont depuis longtemps conquis notre terre et assiégé les cœurs et les esprits de ses habitants. On ne les voit pas, les mauvais djinns, mais ils tournent toujours autour de nous. Ils chuchotent à nos oreilles et à nos cœurs. Ils nous poussent à mentir, ils nous poussent à haïr, ils nous poussent aux mauvaises choses. Que faut-il encore imaginer comme rencontre, comme d'aventure?
Il y a longtemps que j'ai lu Le Petit Prince, j'en ai oublié les détails. D'ailleurs, les enfants doivent savoir. Je me sens moi-même fatigué. L'angoisse me remonte au cœur et puis mon imagination ne part plus. Les enfants, dis-je, je m'arrêterai ici pour ce soir. Je reprendrai l'histoire demain. Je veux que vous dormiez, que vous fassiez de beaux rêves, que vous embrassiez vos mamans et que vous attendiez patiemment la suite. Des petits grognements, mais la désertion fut acceptée. Ils étaient en réalité harassés. Ils avaient dû courir longtemps au milieu de sable. Ils bâillaient déjà un peu. Homme se languissait un peu. Il avait pourtant tout vu. Il s'était promené sur les plus belles des planètes. Il s'était amusé au milieu des couleurs immenses du Soleil. Il avait marché sur les anneaux de Jupiter. Il avait visité longuement Saturne et ses satellites. Il avait foulé bien avant les Américains le sol de la Lune, mais il voulait aller sur Terre. Le départ sur Terre était très réglementé par le cœur des Bondines, car ils estimaient cette planète trop dangereuse à cause des mauvaises pollutions et du trou qu'elles avaient creusé dans l'ozone. L'enveloppe qui protège la Terre des radiations du Soleil. De faux nuages l'enveloppaient déjà, porteurs de 1000 salissures. Et puis les Movedjins l'avaient conquise depuis très longtemps. Ils y avaient fait régner des empereurs, des rois, des dictateurs, et même des présidents régulièrement élus, car cela aussi était une particularité détestable chez les Terriens. Ils confiaient tout à des personnes qu'ils choisissaient parfois, ou qui s'imposaient à eux souvent. Et ces personnes avaient visage, parole, culture d'humain. Mais en réalité, ils appartenaient aux Movedjins, qui les avaient habités dès leur jeunesse et qui les avaient préparés pour gouverner leurs semblables. L'auteur, il prend les djinns pour exemple, mais il dit qu'il y en a des bons et des mauvais. Mais pensez-vous qu'il les utilise afin de représenter l'homme et la vision du monde actuel? Pour moi, l'auteur utilise l'histoire des bons djinns et des mauvais djinns pour faire une critique de la société, en dénonçant par exemple la corruption, comme il le fait avec les dictateurs, les rois, et en dénonçant le fait que que la démocratie, excusez-moi, ne soit pas réellement une démocratie, car elle nous donne l'impression que le peuple dirige, mais en réalité c'est un seul homme qui dirige, même s'il peut des fois prendre parti avec le peuple. Mais en réalité, toutes les décisions ne peuvent être prises que par lui. Et je pense donc que l'auteur, avec l'histoire des bons et des mauvais djinns, nous dépeint une réalité et nous pousse à réfléchir sur la manière dont notre société fonctionne. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'avancer sur le sujet? Oui, vas-y. L'auteur, il compare effectivement les Terriens aux mauvais et aux bons djinns. Comme il le dit, il dit que ceux-ci sont semblables à eux. Je vais un peu résumer cela. C'est-à-dire que, par exemple, si un homme fait une bonne action, celui-ci est considéré comme s'il était une bonne personne, alors que s'il le fait malement, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Et comme celui-ci nous l'a dit, nous pouvons parler comme exemple des dictateurs, ceux qu'ils font, ceux qu'ils mettent en place comme politique et comme démocratie. Et leur comportement face à la société fait que leur population les consacre comme de mauvaises personnes. Et c'est pour cela certaines des populations les haïssent fortement. Merci. Dans ton extrait, tu lis un passage où on parlait du Petit Prince. Mais est-ce que tu penses que l'auteur voulait faire un lien entre le prince rêveur et son œuvre? Oui, il y a eu le passage du Petit Prince où il disait qu'il l'avait fortement oublié. Selon moi, il voulait faire référence à peut-être au comportement ou à ce qu'il ressentait, parce que je connais pas trop l'histoire du Petit Prince, mais je pourrais pas faire qu'il fait un lien entre les deux. Ok. Et quel sentiment vous ressentiez durant toute la lecture du livre? Moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre parce que c'est le genre de livre que j'ai pas vraiment l'habitude de lire. J'avais vraiment l'impression d'être plongée dans la tête du narrateur. On dirait que je vivais tout avec lui. On dirait que c'était moi qui vivais l'histoire. Et le fait que
enfin, je dirais, il a un genre d'écriture, entre guillemets, assez particulier parce qu'il ne dit pas directement les choses. Et ça donne encore plus l'impression qu'on est dans sa pensée parce que souvent, quand on pense, on n'arrive pas vraiment à mettre des mots sur ce que l'on ressent. Et c'est ça que j'ai apprécié. J'avais vraiment l'impression de tout vivre avec lui. J'ai trouvé la lecture de ce livre très intéressante. On pouvait se mettre à la place du personnage principal, on suivait son histoire et l'auteur a abordé la thématique des préjugés, du fait que son père a soi-disant tué quelqu'un. Lui aussi, il était devenu un criminel. Il a été condamné par la société et mis à l'écart. Qui lui-même ne se pardonnait pas. Il accusait aussi son père d'être la source de ses malheurs et j'ai trouvé cela très prenant. Ça m'a encouragée à continuer la lecture pour arriver à la fin, là où il y a eu un véritable coup de théâtre. Ce que j'ai aussi aimé dans le livre, c'est qu'il a souligné un problème dans la société, c'est que on a toujours l'image de nos parents sur notre dos. Là, il pensait avoir commis un crime et ça le tourmentait, ça tourmentait son esprit aussi parce que son père a lui-même commis un crime, lui-même est un meurtrier. Donc le fait que son fils soit un meurtrier selon la société, c'est logique. Parce que si ton père était gentil, toi aussi tu seras gentil. S'il était un criminel, toi aussi tu seras un criminel. Et c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Un père et un fils peuvent se ressembler comme être totalement différents. Ils peuvent avoir le même caractère comme des caractères totalement différents et des destins opposés. Alors moi, personnellement, pendant la lecture, j'ai pas envie de dire stressant. C'était intéressant, mais aussi très intense pour moi, parce que je me sentais comme tiraillée entre le bon et le mal. Comme tu l'as dit, pendant la lecture, on est comme plongé dans les pensées du personnage principal. Et il est présenté comme étant celui qui a commis un crime, comme son père, parce que c'est celui qui aurait tué une personne. Il pensait avoir tué la fille, en tout cas. Et en fait, la manière, le style d'écriture, comme tu le dis, l'auteur arrive à mettre en avant le côté humain et sensible du personnage principal, alors que c'est un criminel. Et donc, moi, je me trouvais en fait un peu frustrée parce que j'avais pitié pour lui et je ressentais de la compassion et je le comprenais. Mais après aussi, sa victime, elle n'a rien demandé. Donc pendant la lecture, je me disais, mais moi, si je devais défendre quelqu'un, qu'est-ce que je défendrais ? Parce que je pourrais défendre la victime, mais aussi je comprends le point de vue du criminel. Et voilà. Dans le roman précédent de Jerry Sow, vous disiez que l'écrivaine se retrouvait en quelque sorte dans le personnage principal qui est Aline. Et pensez-vous que malgré que cette œuvre de Beyrouk soit une fiction, il se retrouve lui aussi dans le personnage principal ? Je pense qu'en quelque sorte, l'auteur se retrouve dans le personnage, car l'auteur a lui aussi vécu en Mauritanie et mauritanien. Et je pense qu'il a dû voir certaines choses qui l'ont marqué et qui l'ont inspiré dans l'écriture et la réalisation du livre. Et c'est pour ça qu'on a cette touche de personnalité, comme si quelqu'un nous la décrivait réellement, avec des mots que tout le monde pourrait utiliser. Quelqu'un d'autre ? Par contre, j'ai une question pour vous. Ça se rapproche de ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir, vous, si vous pensez que si vous deviez défendre quelqu'un, est-ce que vous défendriez Raya ou est-ce que vous défendriez le personnage principal ? Moi, personnellement, je défendrais le personnage principal parce qu'on sent que l'acte qu'il a réalisé, il ne voulait pas vraiment le faire. Il se disait qu'il était comme son père et on voyait que tout au long du roman, il culpabilisait et il disait qu'en effet, il était vraiment comme son père et pourtant, il n'aimait pas qu'on lui dise ça quand il était enfant. Et aussi, je trouve qu'il n'est pas vraiment fautif dans l'histoire parce qu'il a eu comme un coup de folie ou un coup de pression et il s'est énervé tout d'un coup jusqu'à l'étrangler. Mais en fait, tout ça, c'est l'histoire. La victime, elle n'a rien demandé et c'est ça qui me perturbe. Enfin, Moi, je défendrai Raya parce que je suis d'accord avec vous deux. Elle n'a rien demandé et
je dirais pas qu'il regrette de moins en moins ce qu'il fait. Il est un peu victime aussi de la société et tout ça. Je sais pas, je suis un peu pas trop d'accord avec ce que tu dis. Parce que tout au long de l'œuvre aussi, il dit qu'il va aller se dénoncer. Je sais pas s'il l'a fait au final. Il l'a pas fait. Moi, j'aurais aimé savoir si à la fin, il serait vraiment allé se dénoncer ou pas. Vous pensez qu'il serait allé se dénoncer? Moi, personnellement, je pense que non. Parce que, comme Alex l'a dit, il cherchait des excuses au fur et à mesure pour se dire que non, ce n'est pas de sa faute, que c'est génétique, que c'est dans le sang. Moi, je pense qu'il aurait continué à se chercher des excuses, qu'il ne se serait jamais dénoncé. Et par rapport à ce que tu as dit, quand tu parles de la société, tout ça, c'est comme si toi aussi tu essayais de lui trouver une excuse. Parce que lui, il a parlé de génétique, il a dit que c'était génétique, qu'il était criminel parce que son père est criminel. Tout à l'heure, tu disais que c'est faux, il faut qu'on change ça dans la société. Et maintenant, tu essaies de lui trouver une excuse. Je pense que c'est aussi comment l'œuvre elle est écrite. Hein. Tout est mis en œuvre pour qu'on ait de la compassion pour le criminel. Mais en vrai, il est coupable, il a étranglé la personne. Même s'il s'en veut à mort, il l'a fait et il doit être puni pour cela. Moi, je trouve que quelle que soit la personne qui aurait été sur la plage avec lui, il l'aurait quand même fait. Ce n'est pas forcément visé contre la victime, mais c'est comme un sentiment de haine ou de rage qu'il a voulu exprimer. Donc toi, tu défendrais le personnage principal? Non, clairement pas. Je défends quand même la victime, mais je trouve qu'il y a en contrepartie qu'il n'est pas vraiment fautif. Mais je pense aussi que la confusion que l'on ressent est normale, c'est la visée de l'auteur. La manière dont l'auteur écrit le livre fait qu'il y a certaines choses que l'on pourrait accepter en voyant l'histoire que dans la vraie vie ce serait impardonnable. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à mettre en nous de la confusion, nous faisant presque ressentir cette folie que le narrateur ressent donc. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui le défendent, d'autres qui défendent Raya, et qu'on n'est pas tous d'accord sur le même. Benjamin? Moi, je voulais dire que je défends toujours la victime, mais tout de même, je pense que le personnage principal, il est pas coupable à 100%. Je trouve qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute cette haine, toute cette rage qui s'est accumulée en lui depuis que on a traité son père d'assassin, elle a explosé à ce moment-là et il a voulu se venger de tout le monde qui lui a fait mal, de tout le monde qui lui en voulait juste pour la raison de sang. Mais il n'est pas complètement innocent non plus. Je dis juste qu'il a subi toujours ce qu'il a ressenti dans sa vie. D'accord sur un point avec Benjamin, parce que même si le narrateur il est criminel, on peut dire qu'il a eu des complices et que la société donc a été son complice, qu'elle a poussé à faire cet acte. Parce que à cause de l'acte de son père, même s'il n'avait rien à voir avec ça, il a subi du harcèlement, des moqueries, on l'a rejeté, on l'a marginalisé. Et toute cette haine qu'il a reçue, il l'a renfermée. Et lorsqu'il a vu Raya, il a vu un moyen de se libérer, on va dire. Et il a tout laissé. Donc, remettons le contexte en place. Le personnage principal, qui est aussi le narrateur, tue une personne sur la plage. Mais est-ce qu'il l'a vraiment tué? Parce que tout au long de l'œuvre, c'est ce qu'on se demande. Et est-ce que quelqu'un pourrait s'avancer sur ce fait? Pas de spoil. D'accord. Et aussi, on apprend le nom de l'auteur, du personnage principal, qu'à la fin de l'ouvrage. À votre avis, pourquoi? Moi, je pense encore une fois que ça fait partie du style de l'auteur. Comme l'a dit Aïcha, tout au long du livre, on a l'impression d'être plongé dans les pensées d'une personne qu'on ne connaît pas et on ressent quand même de la compassion pour elle. Donc je pense que s'il avait mis le nom au début ou qu'il nous avait fait un portrait, qu'il nous avait expliqué qui c'était, on aurait pu mettre un nom sur un visage à ce personnage et
enfin, les pensées, on les aurait moins ressenties. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme l'a dit Binta, c'est pour moi totalement ça. Le fait qu'il n'y ait aucun nom nous permet à nous de nous positionner à la place du narrateur et de mettre notre nom à la place. Parce que l'auteur utilise principalement je et je et je, ce qui nous permet, nous, en lisant, plutôt que de dire monsieur machin a fait ça et ça, on va plutôt dire je l'ai fait, j'ai vécu ça, je le regrette. Et ça nous permet vraiment de nous immerger dans le livre. Moi je pense aussi que c'est voulu parce que malgré le fait qu'on soit toujours dans la tête du narrateur, on a toujours l'impression que lui-même ne sait pas ce qu'il fait ou il ne sait pas réellement, comme s'il était victime d'une amnésie. Et c'est comme si à la fin de l'œuvre, quand il apprend réellement la situation, comme s'il se souvenait de tout, comme s'il se rappelait qui il était et qu'il se rappelait vraiment ce qu'il avait fait. Moi, je pense que c'est fait exprès qu'on a appris le nom qu'à la fin. Ça permet de se mettre vraiment à la place du personnage. Et je pense que c'est aussi ce qui crée du coup la confusion à la fin. On ne sait pas vraiment qui défendre entre Raya et Nadir. Parce on se met à la place de Nadir inconsciemment. On ne se met même pas à la place de Raya. On dit qu'on défend Raya, mais en soi, on se met tous à la place de Nadir. Merci à vous d'avoir débattu avec nous et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin.